Une interview dans l'ensemble assez amicale, mais quand tu es en face d'une styliste bientôt reconnue sur la scène mondiale, tu es partagé entre vouvoiement ou tutoiement, chose que vous allez remarquer tout au long de cette interview. Soyez indulgents envers moi. Bonjour Paula, comment tu vas? Ça va et toi? Ah, super bien. Je merci. Et ben du coup, on va commencer avec la première question. Ok. D'où est née l'aventure entre toi et la couture? Déjà, je dirais la mode. J'ai Ok. toujours aimé faire la mode, j'ai toujours voulu faire des études de mode. Ok. Et ça, depuis la classe de troisième. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir des parents compréhensifs. Et en terminale, je suis partie en France, j'ai fait des études de mode à ESMO de Paris. Oui. Et aujourd'hui, voilà. Et enfin, l'atelier Paul Camp. Oui, c'est plutôt Paul Kahn, mais Paul Kahn. voilà, en fait, c'est le La Paul Kahn, prononciation, c'est un diminutif de mon prénom et de mon nom de famille. Le Paul qui vient de Paula, le Kahn qui vient de Kanga. Donc, du Wow, coup, magnifique. c'est Paul Kahn, genre en mode Paula Kanga. Comment en fait tu finis par vouloir monter ta propre, Ah, ma ton propre propre marque. atelier, ta propre marque en soi? Tout simplement parce que je voulais pas rester en France. Ok. Je ne vais pas rester en France, pas parce que je déteste la France, mais parce que j'ai voulu qu'on connaisse mon travail à moi. Ouais. Genre, si je savais que si je restais en France, j'allais pas pouvoir travailler par moi-même. J'allais pas pouvoir créer ma marque et puis j'allais pas pouvoir faire connaître mon propre nom. Alors que mon objectif, le seul pourquoi j'ai voulu faire des études de mode, être styliste et tout, c'est parce que j'ai voulu qu'on sache qui je suis dans le milieu de la mode. J'ai voulu que tout le monde sache le travail que je fais derrière. Je voulais que ça soit mon travail qui soit mis à l'honneur. Alors que si j'étais restée en France, ça allait être différent. C'est-à-dire en France, j'allais travailler pour soit de grandes marques et j'allais peut-être être étouffée par ces marques-là sans pouvoir m'exprimer comme je le veux en fait. Alors que là, l'atelier Paul Kahn, c'est moi. C'est Paula Kanga, je fais ce que j'ai envie de faire et voilà. En parlant de Paul Kahn, on a pu constater grâce aux réseaux sociaux que des tenues provenant de votre atelier ont été portées par des femmes très influentes en Afrique ou en Côte d'Ivoire, telles que Emma Loès, Olivia Ayassé, Connie Touré, Jessica Bamba et j'en passe. Qu'est-ce que ça vous a fait en fait de voir ces personnes-là dans vos habits, dans vos créations? C'est une fierté pour moi parce que je vais pas mentir, je me sens très chanceuse. Ouais. Parce qu'une jeune styliste qui a ouvert son atelier il y a genre environ 7 mois n'a pas forcément eu la même chance que moi j'ai eu. Et moi je me sens vraiment chanceuse et bénie. Et j'espère que c'est... Et je suis sûre que c'est que le début. Le meilleur est à venir. En 3 adjectifs qualificatifs, c'est qui Madame Paula Kanga avant son atelier? Franchement, je sais pas. Quoi? Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas comment me qualifier. Mais une chose est sûre, je suis déterminée, persévérante. Et puis, comment dire ça? Je suis très motivée. Genre, j'ai la dalle, quoi. Oh non, C'est pas compris, hein? ah, moi, Non, c'est pas compris. Il a dit en 3 adjectifs qualificatifs, c'est qui Madame Paula je sais pas. avant son atelier? Eh, Tu veux dire avant mon atelier, là, tu fais wele où? Mon cher, en 3 adjectifs, là, je sais pas. Franchement, tu sais pas du tout. En fait, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Donc, c'est pas comme si c'est quelque chose de nouveau pour dire avant j'étais comme ci, maintenant je suis devenue comme ça, mais avant je voulais faire tant et maintenant je fais ci. Donc, bon, je sais pas si je réponds bien à la question, mais sinon, honnêtement, je sais pas. Parce que
honnêtement, sans vouloir mentir, tout ce que je fais aujourd'hui, là où la place que j'occupe aujourd'hui, là où je suis aujourd'hui, j'ai toujours voulu être là. Et genre, quand je dis j'ai toujours voulu être là, actuellement c'est que le début quoi. Franchement, c'est le même mindset que tu avais avant qui est là maintenant. Effectivement. Franchement, c'est nickel. Effectivement. Du coup, qu'est-ce que Paula pourrait dire à tous ces jeunes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de la mode? Qu'est-ce qu'en fait Paula pourrait dire à tous ces jeunes-là? Paula a dit beaucoup de choses déjà. C'est pour toi. Tout le temps est pour toi. Déjà, dans l'entrepreneuriat, j'ai pas beaucoup d'expérience. Ouais. Je suis très jeune, j'ai 23 ans. Non, je n'ai pas envie de dire mon âge, j'ai 23 ans. Ouais. J'ai commencé à entreprendre genre il y a quelques mois, mais c'est pas tout le temps facile. Surtout dans le milieu de la mode, c'est pas tout le temps facile. Il faut vraiment, comme j'ai dit, il faut vraiment être déterminé, il faut vraiment avoir, genre il faut vraiment être sûr de ce que tu veux. Parce que si par exemple tu fais ton business et que tu n'es pas sûr de ce que tu veux, tu n'es pas sûr que c'est ça que tu veux, au final tu vas abandonner. Parce que quand tu vas voir que c'est pas tout le temps facile, quand tu vas voir que dès les premiers mois, tu ne peux pas forcément avoir 5 millions sur ton compte, ou tu vas te dire ah ouais parce que telle personne a réussi, moi dès que je vais faire je vais réussir. C'est pas comme ça en fait. Genre c'est difficile, ça prend du temps. Et souvent même t'as envie d'abandonner en fait, mais il faut tenir parce que moi comme ça je tiens parce que la mode c'est toute ma vie, c'est ma passion, c'est ça qui va me nourrir jusqu'à la fin de mes jours, qui va nourrir mes enfants, ma famille, parce que c'est le métier que j'ai choisi de faire. Mes parents m'ont pas obligé à faire ce métier-là, je l'ai décidé toute seule. Et il faut que j'arrive jusqu'au bout. Donc même si c'est pas moi, tout ce que je peux dire aux jeunes, c'est que même si c'est pas tout le temps facile, il faut toujours s'accrocher. C'est vraiment très important. Il faut toujours avoir du soutien. Parce que moi j'ai la chance d'être épaulée par mes frères, mes soeurs, ma famille, mon père, ma mère, genre toute ma famille entièrement, tu vois. Donc, c'est ce qui fait que j'arrive à garder la tête haute, même quand c'est dur. Souvent, on n'écoute pas tout le temps les parents. Mais moi, spécialement, j'écoute pas tout le temps mes parents. Mais à la fin, souvent, quand ils te parlent et que tu n'écoutes pas, tu prends du recul et puis tu te dis, ah ouais, ils ont raison. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, malgré les difficultés, malgré les choses qui sont peut-être pas toujours faciles, j'arrive à garder toujours la tête froide, la tête haute, etc. Mais il ne faut surtout pas abandonner, il faut vraiment rester accroché. Un jour, ça va forcément, en tout cas si tu es vraiment fait pour ça, ça va forcément payer. Est-ce que tu ne penses pas qu'aussi les difficultés, ça peut être aussi lié au continent ou au pays dans lequel tu te trouves? Par exemple, en Afrique, je sais pas, les chances que tu as de réussir en Afrique sont... Tu ne trouves pas que c'est un peu plus minime que quelqu'un qui veut, par exemple, entreprendre en Europe? Au contraire, moi je pense qu'on a plus de chance ici. Parce que là, on maîtrise notre territoire. Moi, spécialement, si je restais en France et que je voulais entreprendre en France, c'est pas mon pays. Je ne maîtrise pas la France. J'ai fait que 3 ans ou 3 ans et demi en France. Ça ne veut pas dire que je maîtrise tout le territoire de la France. Mais en Côte d'Ivoire, c'est mon territoire. C'est mon chez moi en fait. Tu comprends? C'est mon chez moi. Même si je ne peux pas dire que je maîtrise tout, mais je sais que je peux compter sur des personnes qui vont peut-être me guider par rapport à ce qui se passe sur le territoire. Et moi, je me dis, en tant qu'Africaine, je ne peux pas réussir. Si je n'arrive pas à réussir dans mon pays, à moi-même, ce n'est pas dans un autre pays, mais un pays étranger que je vais réussir. C'est-à-dire, pour moi, c'est primordial de réussir déjà dans mon pays. Raison pour laquelle moi, j'ai voulu rentrer en Côte d'Ivoire, parce que mon objectif premier, c'était de vraiment réussir dans moi-même, mon pays d'abord. Et si j'ai réussi dans mon pays, pour moi, réussir dans le pays d'une autre personne, c'est du gâteau.
Parce que déjà, il faut que j'essaie genre, vraiment captiver mon peuple d'abord, genre, avant de... Du coup, pour toi, ta réussite, en fait, ça part d'abord du principe d'un retour aux sources. Effectivement. En fait, on a pu voir sur les réseaux aussi que tu as lancé une collection avec ton atelier, qui est vraiment, on sent vraiment que c'est vraiment culturel, c'est vraiment Afrique en fait, ça respire vraiment le continent africain. Et est-ce que c'est pas une façon en fait de commencer par justement ce retour aux sources là, une façon de dire je suis chez moi, je commence par des choses qui viennent de chez moi et après on verra par la suite. Je vais être vraie. Normalement, cette première collection ne devait pas être lancée. Ah ouais? Attends. Ah ouais. Ouais, je vais être franchement vraie. Cette première collection ne devait pas être lancée. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un, je prévois tout en avance. Okay. Et moi, quand j'ai ouvert mon atelier, je me suis dit, j'ouvre mon atelier et 6 mois après, je fais une première collection. Mais comme vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, j'ai eu à faire une tenue pour Olivia Yassé pour Meet Magazine. Effectivement. Donc c'est après cette tenue-là que moi et mes collègues et tout, on a eu à discuter et on s'est dit, bon, voilà, on t'a fait une tenue pour Olivia, ça va sortir dans le magazine, ça sera sur les réseaux. Donc, qu'est-ce que tu as d'autre à proposer en fait? Il faut que tu montres aux gens que, ouais, à part la tenue que tu as faite pour Olivia, tu es capable de faire d'autres tenues, tu as d'autres capacités, etc. etc. C'est comme ça que je me suis retrouvée à faire une collection de gens 13 à 12 pièces. Parce qu'on s'est dit qu'il faut montrer autre chose. Il faut pousser les gens à s'intéresser, à venir voir qu'est-ce qu'elle fait d'autre, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre, qu'est-ce qu'elle peut proposer d'autre. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire une collection qui n'était vraiment pas prévue. Et au final, c'était bien, ça a bien marché. Franchement, c'était super bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, c'était quoi l'inspiration des tenues en soi que tu as proposé en fait dans ta collection? En fait, j'ai voulu mélanger modernité et aussi tradition. Tradition parce que, à cause des pailles traditionnelles que j'ai utilisées, ce sont des pailles qui sont vraiment, qui ont été vraiment faites à la main, tissées à la main, peintes à la main, donc j'en peins à la main. Donc, et c'est vraiment très rare. Moi, je suis quelqu'un, je déteste faire comme les autres. Non, mais je déteste faire comme les autres. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient chez moi, quand quelqu'un rentre dans mon atelier pour acheter une tenue prête à porter, c'est sûr qu'elle ne sera pas habillée comme tout le monde. Que ça soit dans le modèle, que ça soit dans le tissu, dans les couleurs. Mon objectif, c'est de ne pas qu'une dame Paul Kane soit comme les autres en fait. Parce que moi-même, j'aime pas être comme les autres. Donc, je me mets aussi à la place de mes clientes. Donc, mon objectif, c'est qu'elles se sentent spéciales en fait. Du coup, même mes pailles que j'utilise, c'est sûr et certain. Et ça, je peux mettre ma main au feu, que tu vas les trouver nulle part. En tout cas, tu ne vas pas trouver un autre styliste ou un autre créateur utiliser ces mêmes pailles-là. Parce que moi-même, je n'arrive pas à trouver ces pailles-là 2 fois. Donc, je ne sais pas comment une autre personne va pouvoir trouver ça pour faire les mêmes choses. Du coup, voilà. Et les tenues, je me suis vraiment inspirée de ce qu'on trouve un peu en Afrique, de tout ce qu'on trouve un peu dans d'autres pays. Parce que moi, quand je fais des recherches pour faire une collection, je ne me limite pas à l'Afrique. C'est-à-dire, je fais des recherches sur la mode asiatique, la mode française, américaine, arabe, enfin, c'est-à-dire, je m'inspire de tout. Donc, je m'inspire de tout pour vraiment créer une tenue vraiment très singulière ou singulier, je ne sais pas comment dire ça. Mais bon, une tenue vraiment très unique. Franchement, on aime beaucoup le match entre modernité et culture traditionnelle. Et du coup, c'est quoi en fait une journée type dans l'atelier de Paul Kane? Une journée type dans l'atelier de Paul Kane. Bon, c'est un peu compliqué parce que souvent, ça arrive très souvent qu'on court dans tous les sens.
Parce que on peut se retrouver à faire des tenues en un jour. Ah ouais. C'est-à-dire, il y a des clientes qui peuvent venir genre mercredi et elles veulent une tenue pour vendredi. Ah, ça c'est chaud, des imprévus comme ça. Et c'est comme ça, c'est le travail donc on fait avec. Donc du coup, il faut déjà partir à chercher le bon tissu adapté à la tenue, venir à l'atelier, travailler, faire les essayages. Souvent en une journée, je peux me retrouver genre dans 10 endroits à la fois. Wow. Genre je dois faire peut-être 2 ou 3 essayages la même journée. Et puis surtout que moi à côté, je travaille, je suis directrice artistique à Milk Magazine. Là, on allait en venir tout à l'heure. Donc c'est pas tout le temps facile, sachant que je dois être au travail à 9h. Et ensuite, j'ai une pause entre midi et 14h. Donc, ça veut dire que je dois jouer sur ces heures-là pour pouvoir faire mes essayages et aussi être au travail. Et c'est pas tout le temps facile, mais bon, c'est comme ça. Ah ouais. Franchement, il n'y a pas de journée type en fait. Il n'y a pas de journée type parce que ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, tout le temps. Ouais, du coup, on en vient à Milk. Comment Madame Paula Kanga finit par être directrice artistique chez Milk Magazine? Comment? Honnêtement, je sais pas. Parce que déjà, quand je suis venue, j'ai fait mon stage de fin d'études chez un styliste qui s'appelle Zach Koné, la marque Pélibé. Okay. Et à la fin de mon stage, j'étais sur Instagram et j'ai vu Milk. Et quand j'ai vu Milk, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et j'ai écrit mon CV, j'ai fait ma lettre de motivation et j'ai envoyé. Et honnêtement, j'ai envoyé parce qu'il fallait envoyer. Mais je ne me suis pas forcément dit, bon, on peut m'appeler, on peut ne pas m'appeler. J'ai envoyé parce qu'il fallait envoyer. Et quand j'ai envoyé, je n'ai pas eu de réponse. Une semaine après, j'ai ramené un autre mail avec mon CV, ma lettre de motivation. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on m'appelle. Pas du tout. Pas du tout. Et ils m'ont appelé, j'ai fait l'entretien, ça s'est bien passé. D'abord, j'ai commencé à être assistante DA. Parce qu'il y avait déjà un directeur artistique. D'accord. Et après quelques mois, je me suis retrouvée directrice artistique. Et voilà. Et je ne vais pas dire que je fais un excellent travail, mais j'essaie tous les jours de me dépasser et de faire mieux que je peux le faire. Genre, j'essaie de faire mieux, quoi. Genre, quand je fais un truc et je me dis c'est bien, je me dis non, je peux faire mieux. Ben là maintenant je me dis, avec le fait que tu n'aimes pas être comme les autres, pour être directrice artistique, il faut avoir en fait ce truc là de ne pas... Genre tu es toi en fait, tu vois. Et ça joue beaucoup et je pense que c'est cette qualité que tu as joue beaucoup en ta faveur aussi par rapport à ça. Effectivement, mais j'essaie, il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination, il faut vraiment prendre en compte les avis des gens, des autres. Surtout ça. Il faut vraiment prendre en compte le travail des autres, parce que dans tous les cas, ça reste un travail, ça reste une direction propre, mais il faut vraiment prendre en compte le travail que les autres ont déjà fait, pour ne pas forcément les copier, pour ne pas forcément faire du copier-coller, faire exactement les mêmes choses, c'est-à-dire vraiment ajouter sa touche, mais en mieux. Et moi, j'essaie tout le temps de faire mieux. Même quand je fais un truc et que c'est bien, et qu'on me dit c'est bien, je me dis non, ouais, c'est bien, mais qu'est-ce que je peux faire pour rendre ça meilleur en fait. Et du coup, aujourd'hui, avec le peu d'expérience que tu as au niveau de la direction artistique, c'est quoi pour toi un bon directeur artistique? Pour moi, un bon directeur artistique, c'est déjà prendre la vie des gens en compte. Ok, ça fait un. De prendre la vie des gens en compte. Pourquoi prendre la vie des gens en compte? Parce que tu peux avoir un esprit artistique et tout, mais même d'autres personnes qui n'ont pas forcément l'esprit artistique peuvent avoir des idées géniales, peuvent avoir de bons conseils et ils peuvent beaucoup t'aider. Donc pour moi c'est ça en fait. Il faut suivre il faut prendre la vie des gens en compte, il faut suivre son instinct. Ouais.
faut vraiment suivre son instinct. Même si tu prends la vie des gens en compte et tu te dis, bon, ça peut, ton instinct te dit non, ça peut le faire. Donc, les gens essaient vraiment aussi de prendre en compte pour vraiment peser le pour et le contre. Et puis voilà, faut pas balayer du regard les avis des autres et tout ça et tout ça. Et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris qu'il faut vraiment prendre en compte les avis des autres, qu'il faut vraiment suivre son instinct. Et puis, il n'y a pas de magie. Il faut travailler dur. Parce que, quel que soit ce que tu vas faire, quelles que soient les idées que tu auras, il ne faut pas t'endormir en mode bon, je vais me contenter de faire ci, je vais me contenter de faire ça. Il faut essayer de tout le temps se dépasser. Il faut vraiment, pour se dépasser, il faut travailler dur. D'accord, donc du coup on retient prendre l'avis des autres en compte, suivre son instinct et travailler dur. Oui. Mais ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est vraiment suivre son instinct. Suivre son instinct, beaucoup s'informer, beaucoup se cultiver culturellement parlant. Et quand je dis culturellement parlant, je ne parle pas seulement de la culture africaine, parce que même la culture occidentale aussi, c'est une culture, la culture chinoise, il faut vraiment se cultiver, il faut vraiment être aussi ouvert d'esprit. Très ouvert d'esprit. Très ouvert d'esprit. Si tu as acclamé, ça veut dire que c'est vraiment non, important. Mais oui, il faut être très ouvert d'esprit. Il faut être très... Donc on peut retenir, prendre la vie des gens, suivre son instinct, se cultiver, être beaucoup cultivé et puis vraiment être très ouvert d'esprit. Ah, franchement, nickel. Du coup, jusqu'à présent, c'est quoi le travail que tu as effectué en tant que directrice artistique qui vraiment quand tu regardes ça, tu te dis waouh, c'est moi qui ai fait ça? Il y a 2 shootings qui m'a vraiment que j'ai vraiment adoré. C'était le shooting avec est-ce qu'on peut prendre le magazine? Il y a un magazine juste là. Non. Celui de Emma, oui. Voilà. C'est-à-dire, il y a le shooting avec la cover de Emma. Oui, j'essaie de zoomer dessus. La cover de Emma. Franchement... magnifique. Franchement, ça, c'est comme si tout ce que je voulais faire, toutes les idées que j'ai eues par rapport à ça, ça s'est passé exactement comme je voulais. Je voulais que ça se passe le soir avec un coucher de soleil. Ça s'est passé effectivement le soir avec un coucher de soleil. Je veux dire, tout ne peut pas être forcément parfait, parce que la perfection n'existe pas. Mais franchement, je rends grâce à Dieu parce que le shooting c'était vraiment magnifique. Et il y a un autre shooting aussi qui est vraiment mon coup de cœur, c'est celui avec Stéphanie. Ah, Stéphanie du Bachelor. Attends, j'essaie de zoomer. Ça sera pas top, mais... Waouh, magnifique. C'est celui avec Stéphanie. Waouh. Aussi, on peut revoir ça s'il te plaît. Magnifique. Franchement, magnifique. Chapeau pour là. Moi, j'applaudis là. Ça s'est passé aussi exactement comme je voulais. Waouh. On aime beaucoup. Des tenues, la création des tenues, c'est-à-dire du stylisme, au lieu, au décor, etc. C'est-à-dire, c'était ma première direction artistique que je faisais en tant que directrice artistique. Donc, du coup, je stressais beaucoup. J'avais beaucoup peur, mais aussi j'avais je devais faire mes preuves. Donc du coup, il fallait que je me dépasse, il fallait que je prouve que oui, je mérite ça en fait. Tu vois. Donc voilà, et je pense que ça a été mes 2... J'ai fait d'autres shootings aussi, mais ces 2-là, ça a été vraiment... mes coups de cœur, et je pense que je peux faire mieux. Et je pense que le meilleur est à venir. Tu feras mieux. Ça, on en est sûr. Non, mais je suis... mais ça, du coup, de ce que tu dis là, on peut comprendre aussi que l'environnement de travail compte beaucoup, parce que là, tu as un très bon environnement de travail qui te permet aussi de pouvoir faire tout ça. Oui, effectivement. Effectivement, j'ai un très
un très bon environnement de travail. Et voilà, j'ai des collègues, on se soutient, on est là, on est là, l'un pour l'autre. J'ai un bon patron, on se donne des idées, on se conseille, franchement, voilà quoi. Wow, ça, tout n'est pas forcément parfait, mais le plus important est là quoi en fait. Franchement nickel. Et du coup, ma prochaine question, ça serait à combien de pourcents le soutien de vos parents a contribué à votre ascension dans le domaine de la mode? 4000%. J'abuse un peu. 4000%. Ouais, c'est vrai, j'abuse un peu, mais oui, 4000% parce que mes parents n'ont jamais douté de moi. Ouais. Ils ont toujours été là, ils m'ont soutenu. La preuve, c'est qu'ils ont payé mes études qui coûtaient extrêmement cher. Et voilà quoi, à aucun moment ils ont été négatifs par rapport à quoi que ce soit. Au contraire, ils ont toujours tout fait pour me pousser, toujours tout fait pour me dépasser, surtout que c'est moi, j'ai voulu faire ça. Donc voilà quoi, jusqu'aujourd'hui, mes parents me soutiennent coûte que coûte, sans réfléchir, ils me conseillent. Même si je suis un peu têtue, tu reconnais ça au moins. Ouais, je suis un peu têtue, souvent j'écoute pas forcément tout ce qu'on me dit, mais souvent avec du recul aussi, j'écoute. Mais en tout cas, ils me soutiennent à 4000% sur 100%. 4000%. Ah ouais. Parmi tous les actes que vos parents ont pu poser pour votre réussite dans votre domaine, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Genre le truc que tu as dans la tête aujourd'hui qui te dit waouh, ils ont fait ça, ça veut dire que je n'ai pas le droit en fait d'abandonner. J'ai pas le droit de tout laisser comme ça aller au vent. Déjà le simple fait qu'ils ont accepté que je fasse des études de mode, c'est déjà beaucoup. Déjà beaucoup parce qu'ils ne m'ont pas envoyé dans une école pour marcher. Ils m'ont pas envoyé dans une école pour marcher, ils ont payé mes études et comme j'ai pu dire dans... Et surtout faire des études à Paris, on sait que voilà, c'est vraiment coûteux. Faire des études à Paris, ils ne sont pas forcément moins chers, mais en plus des écoles de mode privées, ça coûte extrêmement cher. Et voilà quoi, déjà ils ont accepté que je fasse des études de mode, ils ont accepté de payer une école qui coûte super cher. Et malgré ça, ils se sont jamais plaints, ils ont toujours été là pour moi, ils m'ont toujours soutenu. Donc pour moi déjà ça, pour ça j'ai pas droit à l'erreur quoi. C'est-à-dire même si je tombe, il faut que je me relève sans réfléchir. Non, je dois pas. Parce que eux ils ont jamais baissé les bras. Donc pourquoi moi je vais baisser les bras? Pourquoi moi je vais abandonner? Qui suis-je pour abandonner? Sachant tout ce qu'ils ont fait. Et ils ont fait beaucoup. C'est quoi la plus grande fierté aujourd'hui de Paula Kanga quand elle regarde son parcours, tout ce qu'elle a pu endosser peut-être comme coup de la vie, qui pourrait la faire vraiment sourire en fait? Je sais pas, pour le moment je suis pas encore fière. C'est très dur, vous êtes très dur avec vous. Non, ouais, c'est vrai. C'est vrai que je suis dure avec moi, mais pour le moment je suis pas encore fière parce que pour le moment je suis pas arrivée au niveau où je veux arriver, au niveau où je dois arriver. Parce que me connaissant, je sais que je peux faire beaucoup plus, beaucoup mieux. Donc, je suis pas encore fière. Là, je peux être fière, peut-être, de la femme que je suis en train de devenir. Parce que je ne suis pas encore cette femme-là. Mais je suis en train de devenir une femme. Donc, je peux être fière de la femme que je suis en train de devenir. Par rapport au domaine dans lequel tu es? Oui, par rapport au domaine dans lequel je suis, par rapport à la vie en général, je suis en train de devenir quelqu'un. Je suis en train d'apprendre à être meilleure en tant que femme, en tant que personne, en tant que businesswoman, en tant que... Voilà. Mais je suis en train d'apprendre aussi de mes erreurs et tout. Et ça fait que tout ça,
font que tout ça, ça fait que je suis en train de devenir quelqu'un, de devenir une femme et tout. Et pour moi, c'est très important. Pour moi, c'est très important de faire des erreurs, c'est très important de prendre des coups. C'est très important parce que ça me permet d'être plus forte en fait. Tu vois. Donc je suis pas fière de tout ce que je fais actuellement, de tout ce que j'ai actuellement. Je rends juste grâce à Dieu parce qu'il m'a beaucoup aidé. Mais je pense qu'avec Dieu, je pourrais faire mieux. Et moi-même, en travaillant dur, je pourrais faire mieux. Mais aussi, voilà quoi. Pour la femme que je veux être plus tard aussi, je peux faire mieux. Du coup, par rapport à la place de Dieu, c'est quoi la place de Dieu dans ce que tu entreprends aujourd'hui? La place de Dieu pour moi, c'est très important. J'avoue, je ne vais pas tout le temps à l'église. Je vais pas le cacher, je ne vais pas tout le temps à l'église. Je ne suis pas du genre à partir à l'église tous les dimanches. Mais Dieu est très important pour moi. C'est-à-dire, franchement, Dieu, la Vierge Marie. Et j'avoue que je suis tout le temps en train de jeûner. Je suis tout le temps, c'est mon petit secret. Quand je me sens mal, quand j'ai besoin de parler à quelqu'un, quand j'ai vraiment besoin de trucs, je me mets à jeûner, que ce soit une journée, une demi-journée, je jeûne. Ça fait que je me sens beaucoup mieux, je me sens bien, je me sens plus forte. Et puis la journée peut commencer quoi. Ok. Et du coup, en fait, de ce que moi, je peux comprendre par là aussi, pour se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, enfin dans le domaine de l'entrepreneuriat en général, et aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, au niveau de la mode, il faut avoir vraiment un truc, comment on appelle ça? Un appui. Ouais. Vraiment une base. Et toi en fait, ta base, c'est Dieu. Moi, ma base, c'est Dieu. Ouais. Ma base, c'est ma mère. Oui. Ma base, déjà, c'est Dieu. Oui. Ensuite, ma mère. Ensuite, mes parents en général, genre père et mère, frère et tout. Oui. Ma base, c'est ma famille. Après Dieu, c'est ma famille. Parce que sans ma famille, je n'allais pas être celle que je suis actuellement. Et ça, je le montre peut-être pas forcément comme il le faut. Mais bon, je pense qu'ils savent que je les aime beaucoup. Mais ma base, c'est Dieu. Ensuite, ma famille. Parce que ma famille, c'est vraiment tout pour moi. Ils me soutiennent à 100%, 200%, 4000%. Quels que soient les coups, quels que soient les trucs, ils sont toujours là pour moi. Oh. Franchement, je pense vraiment que là, on tire à la fin de cette interview qui a été super enrichissante. Vraiment enrichissante. Et du coup, je tiens à te remercier pour le peu de temps que tu m'as accordé. Pas le peu de temps, pour tout ce temps que tu m'as accordé. Non. Avec plaisir, avec plaisir. Et j'espère qu'on se reverra bientôt pour une prochaine interview. Très vite, la prochaine. À la Fashion Week. La prochaine, je pense que la prochaine fois, là, ça marque le début, tu vois. Ça marque le début de quelque chose qui va commencer. Et je pense qu'on ne va pas faire un début, un milieu, une fin. Mais on va faire un début. Et je pense que le reste, ça sera vraiment... Wow. Ça sera vraiment grandiose parce que je ne compte pas m'arrêter là. Ah ouais. Je ne compte pas m'arrêter là, c'est que le début. Aïe. Et juste regarde la caméra et parle à une personne en fait. Essaie de parler à une personne qui souhaite rentrer en Afrique, enfin en Côte d'Ivoire, pour pouvoir en fait donner d'elle-même, donner en fait ce qu'elle a appris peut-être dans l'Occident pour apporter en fait sa pierre à l'édifice qui peut vraiment amener un grand développement dans l'Afrique ou en Côte d'Ivoire tout simplement. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là? Je ne vais pas m'adresser à une personne, mais je vais m'adresser aux jeunes. Moi, je dirais aux jeunes, rentrez chez vous. On s'en fout que ce soit la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Ghana, le Nigeria. Mais pour moi, le plus important, c'est de rentrer dans son pays, de développer. Parce que moi, pour moi, c'est
je pars pour apprendre et venir développer mon pays. Je ne pars pas pour apprendre et rester là-bas pour développer leur pays. Tu vois, je dois venir développer mon pays. Et pour moi, c'est une grâce, une bénédiction de pouvoir aller apprendre ailleurs où tu peux apprendre mieux, être mieux cultivé, être mieux guidé et venir mettre en pratique ce que tu as eu à apprendre. Donc, si vous avez la possibilité de rentrer chez vous, plus précisément en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas. Il y a de quoi faire ici. Franchement, il y a tout. Il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas dans ton propre pays. En Côte d'Ivoire, il y a exactement tout. Et je pense que la jeunesse ivoirienne a commencé à comprendre ça. Il y a plein de jeunes qui commencent à se développer dans toutes sortes de milieux. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'art. Franchement, il y a tout à faire. Tu peux entreprendre dans tout. Tu peux entreprendre dans tout. Tant que tu travailles dur, tant que tu es déterminé, rien n'est impossible. Oh, magnifique. Merci beaucoup, Paula. Merci.